La France vient de faire quelque chose d'inimaginable. Emmanuel Macron, ce même président que beaucoup considéraient comme faible et indécis, vient de préparer ce qui pourrait être le coup économique le plus dévastateur contre la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Les analystes militaires appellent à cela un point de non-retour, car pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Occident vise le véritable talon d'Achille de la Russie. C'est un coup qui force une décision définitive. Soit Poutine accepte la paix, soit il fera face à un effondrement interne sans précédent, qui pourrait menacer la stabilité même de son régime. As-tu remarqué que les infos montrent constamment des explosions, chars et missiles en Ukraine ? Mais la vérité, c'est que cette guerre, comme toutes les guerres modernes, ne sera pas décidée uniquement sur les champs de bataille. Alors que nous suivons les avancées militaires, le coup le plus létal est en train d'être préparé dans des salles de réunion. Dans les prochaines minutes, je vais révéler les détails exacts du plan français, qui a même poussé Donald Trump à repenser sa stratégie avec Poutine. Et plus important encore, je vais montrer pourquoi ce coup n'est pas seulement à propos de l'Ukraine, mais concerne quelque chose de bien plus grand. Pour comprendre pourquoi l'annonce de Macron est si dévastatrice, nous devons regarder les choses sous un autre angle. La guerre en Ukraine, qui dure déjà depuis plus de 3 ans, coûte à la Russie environ 1 milliard de dollars par jour, un coût astronomique que Poutine ne peut maintenir que grâce à l'argent du pétrole et du gaz. Lorsque la guerre a commencé, les pays occidentaux ont imposé des sanctions, essentiellement des punitions économiques, contre la Russie. Ils ont cessé d'acheter du pétrole russe, ont gelé l'argent des oligarques et ont bloqué les banques russes du système financier international. Mais Vladimir Poutine a trouvé des failles. C'est comme s'il construisait un barrage. Mais l'eau trouve toujours un chemin alternatif. Dans le cas de la Russie, ce chemin est principalement passé par la Chine et l'Inde. Regardez ces chiffres impressionnants. Avant la guerre, la Chine achetait une quantité modérée de pétrole russe. Aujourd'hui, les achats chinois ont augmenté de plus de 400%. L'Inde, qui n'importait presque pas de pétrole russe, achète maintenant des volumes énormes. Elle a augmenté ses importations de plus de 3200%. Et tu veux savoir pourquoi cela s'est produit ? Parce que la Russie vend son pétrole avec de grosses remises, jusqu'à 30%, en dessous du prix du marché. Pour la Chine et l'Inde, c'est une excellente affaire. Pour la Russie, c'est moins de profit, mais au moins l'argent continue d'entrer. De plus, la Russie a créé ce que les spécialistes appellent la flotte fantôme, une collection de vieux pétroliers qui opèrent dans l'ombre, éteignant leur système de suivi, utilisant de faux documents et transportant du pétrole russe sans que personne ne sache exactement où ni pour qui. Nous parlons de vieux navires, dont beaucoup n'ont pas d'assurance adéquate, qui naviguent sur des routes alternatives pour éviter d'être détectés. Pour vous donner une idée, le Royaume-Uni a récemment sanctionné près d'une centaine de ces navires. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La Russie a rapidement adapté sa stratégie logistique pour contourner les restrictions. Des études récentes montrent que, malgré les sanctions existantes, la Russie a réussi à maintenir le volume de pétrole exporté proche des niveaux d'avant-guerre. La principale différence était le prix. Le baril de type Oural russe, qui a déjà atteint près de 100 $ en 2022, est tombé à environ 65 $ entre 2023 et 2024. Cela signifie que la Russie a cessé de percevoir environ 142 milliards de dollars de recettes pétrolières depuis le début de la guerre. Cela semble beaucoup, mais ce n'était pas suffisant pour arrêter la machine de guerre de Poutine. Et c'est là qu'intervient le coup de Macron qui va changer la donne. Les sanctions secondaires. Contrairement aux sanctions conventionnelles, qui visent directement la Russie, ces nouvelles sanctions touchent d'eau tout pays ou entreprise qui fait des affaires avec des Russes. C'est une stratégie complètement différente. En termes pratiques, cela signifie que des pays comme la Chine et l'Inde devront faire un choix difficile, continuer à acheter du pétrole russe bon marché ou conserver l'accès aux immenses marchés européens et américains. Les mathématiques derrière cela sont révélatrices. En 2023,
la Chine a exporté des produits d'une valeur de plus de 560 milliards de dollars vers les États-Unis et l'Europe, alors qu'elle n'a acheté qu'environ 88 milliards de raies de pétrole russe. L'Inde a exporté environ 120 milliards de raies vers l'Occident, tandis qu'elle a importé environ 45 milliards de raies de pétrole russe. Et Macron a clairement exprimé ses intentions. Les sanctions ne seront levées que si Poutine accepte un cessez-le-feu inconditionnel en Ukraine. Et c'est quelque chose que le dirigeant russe a constamment rejeté. Au cours des dernières semaines, Poutine a alterné entre des déclarations vagues sur sa volonté de négocier et des exigences inacceptables qui menaçaient la souveraineté même de l'Ukraine. Une tactique que Trump a qualifiée de manœuvre après l'attaque menée pendant le prétendu cessez-le-feu de Pâques. Et, dans ce sens, le plan de Macron attaque simultanément les deux piliers qui soutiennent la machine de guerre russe, le pétrole et le système bancaire. Dans le secteur pétrolier, la Russie vend actuellement 9,28 millions de barils par jour, générant environ 3,8 milliards de dollars par semaine. Ces sanctions secondaires pourraient réduire ces ventes de moitié rapidement, car de nombreux acheteurs ne risqueraient pas de perdre l'accès aux marchés occidentaux. Dans le secteur bancaire, même avec les sanctions existantes, les banques russes ont encore réalisé 40,7 milliards de dollars de bénéfices en 2024, opérant avec des taux d'intérêt très élevés de 21%. C'est parce que des banques dans des pays comme la Turquie, les Émirats arabes unis et la Chine ont aidé la Russie à contourner les restrictions. Les nouvelles sanctions fermeraient également ce canal. Toute banque qui aiderait des institutions russes serait bannie du système financier occidental. Et cela équivaut presque à une sentence de mort pour toute banque ayant des ambitions mondiales. Et si cela arrive, la Russie va ressentir ce que c'est d'être véritablement isolée. Elle aurait du pétrole à vendre, mais peu d'acheteurs prêts à prendre le risque. Elle aurait de l'argent, mais aurait du mal à le déplacer à l'international. Mais, dans toute cette histoire, il ne faut pas non plus oublier le rôle crucial que l'Iran joue dans le soutien de la machine de guerre russe. Le régime iranien a fourni des drones kamikazes, comme le redouté Shahed 136 qui ont été utilisés par la Russie dans des attaques dévastatrices contre les infrastructures civiles ukrainiennes. Et il y a des rumeurs selon lesquelles des missiles balistiques iraniens pourraient également être en route vers Moscou. En échange, l'Iran reçoit de l'argent, une expertise militaire et possiblement même de la technologie occidentale capturée sur les champs de bataille. C'est un partenariat entre deux régimes isolés qui s'entraident mutuellement pour survivre sous les sanctions. Les nouvelles mesures de Macron visent également à interrompre cette coopération, rendant encore plus difficile la capacité de Poutine à maintenir son effort de guerre. Pour compléter l'encerclement de Poutine, Macron a également mentionné sa volonté d'étendre la protection nucléaire française à d'autres pays européens. Ceci est particulièrement significatif car la France possède environ 290 ogives nucléaires, ce qui en fait la troisième puissance nucléaire du monde occidental, derrière seulement les États-Unis, et à peu près à égalité avec le Royaume-Uni. Bien qu'il s'agisse d'un arsenal modeste comparé aux près de 6000 ogives russes, les armes nucléaires françaises sont extrêmement sophistiquées et suivent une doctrine différente de celle de la plupart des autres pays. Alors que la plupart des puissances nucléaires adoptent la politique de non-utilisation en premier, la doctrine française, développée dans les années 70, inclut une clause d'avertissement finale qui permet l'utilisation d'armes nucléaires si la France estime qu'elle est sur le point de subir une attaque nucléaire. Cela rend les menaces nucléaires constantes de Poutine beaucoup plus risquées lorsqu'elles sont dirigées contre un pays protégé par la France. La France peut également lancer ses armes nucléaires, aussi bien depuis les airs que depuis la mer, en maintenant une flotte de sous-marins nucléaires en rotation constante. Cette combinaison de pression économique extrême et de dissuasion nucléaire représente une approche puissante contre la Russie.
Pour mieux comprendre l'importance de ce changement, il faut se rappeler qu'historiquement, la France a toujours considéré ses armes nucléaires comme une affaire exclusivement française. Alors que des pays comme l'Allemagne et l'Italie ont des bombes américaines sur leur territoire dans le cadre de l'OTAN, la France n'a jamais voulu mélanger son arsenal avec celui d'autres pays. Les Français ont toujours tenu à ce que seul le président de la France ait le pouvoir de décider de l'utilisation de ces bombes nucléaires, sans partager ce contrôle avec qui que ce soit. C'était une question de fierté et d'indépendance du pays. Maintenant, Emmanuel Macron propose quelque chose d'inédit. Utiliser ce même arsenal nucléaire français comme un parapluie protecteur pour toute l'Europe. Une idée qui, il n'y a pas si longtemps, aurait été impensable. Il a toutefois précisé que la France ne supportera pas seule les coûts de la sécurité des autres et que la décision d'utiliser des armes nucléaires restera la prérogative exclusive du président français. En d'autres termes, Emmanuel Macron évoque la possibilité d'étendre le parapluie nucléaire français, mais il précise clairement qu'il n'y aura pas de transfert de contrôle des armes. Vladimir Poutine fait maintenant face à un dilemme cruel. Ses options sont d'accepter le cessez-le-feu et de paraître faible aux yeux de ses partisans. Ou rejeter le cessez-le-feu et faire face à un effondrement économique accéléré, car le fonds national de richesse, l'épargne d'urgence de la Russie, s'épuise rapidement. Ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est que la Russie montre déjà des signes d'épuisement économique. Les analystes estiment qu'à la fin de 2025, les ressources financières russes pour soutenir la guerre seront pratiquement épuisées, et cela avant même ces nouvelles sanctions dévastatrices. As-tu déjà réfléchi à la façon dont Poutine va réagir à cela ? Le plus probable, c'est qu'il utilise son discours agressif bien connu, en plus de menaces. Nous avons déjà vu cela avec Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité russe, accusant Macron de se frapper la poitrine et d'agiter des armes nucléaires, qualifiant cela de menace directe pour la communauté internationale. En plus de la guerre des mots, Poutine pourrait intensifier les exercices militaires avec des démonstrations de force, peut-être en testant de nouveaux missiles ou en réalisant des simulations de préparation nucléaire. Il peut également approfondir encore davantage ses alliances avec la Chine et l'Iran, et la Corée du Nord, en cherchant des routes alternatives pour ses exportations, et de nouvelles sources de technologie militaire. Une autre réponse probable est l'intensification de la guerre hybride contre l'Europe, l'augmentation des cyberattaques contre les infrastructures critiques, des campagnes de désinformation pour exploiter les divisions politiques et, éventuellement, même des actions de sabotage. Il y a déjà eu des soupçons d'implication russe dans des incidents tels que les mystérieuses explosions du gazoduc Nord Stream en 2022. Cependant, les analystes estiment qu'il est peu probable que Vladimir Poutine utilise réellement des armes nucléaires, à moins qu'il ne soit convaincu d'être complètement acculé. Il sait que la première utilisation d'armes nucléaires depuis 1945 serait un point de non-retour qui pourrait même pousser ses alliés les plus proches à abandonner la Russie. De plus, cela donnerait à l'Occident une raison suffisante de lancer une riposte militaire dévastatrice contre la Russie. Pendant ce temps, l'Europe est en train de se repositionner sur l'échiquier mondial. Pendant des décennies, le continent européen a dépendu presque exclusivement des États-Unis pour sa sécurité et son leadership stratégique. Aujourd'hui, avec la France assumant ce rôle de premier plan, nous assistons à la naissance d'une Europe plus affirmée et indépendante. L'autonomie stratégique européenne que Emmanuel Macron défend depuis des années prend enfin forme. Des pays comme l'Allemagne ont considérablement augmenté leur budget militaire, lançant récemment un fonds de 100 milliards d'euros pour moderniser leurs forces, tandis que la Pologne investit plus de 4% de son produit intérieur brut dans la défense, avec pour objectif de posséder la plus grande armée de l'Union européenne. La proposition nucléaire d'Emmanuel Macron n'est qu'une partie d'un mouvement plus large visant à permettre à l'Europe de développer la capacité de se défendre seule, si nécessaire, comme il l'a déjà déclaré lui-même. Ce qui semblait autrefois un rêve lointain
est désormais devenue une nécessité urgente, surtout avec les incertitudes concernant l'engagement américain envers la sécurité européenne. Donald Trump, généralement considéré comme plus favorable à Vladimir Poutine, a étonnamment soutenu l'idée de ces sanctions secondaires après l'attaque russe contre la ville de Soumy, pendant ce qui devait être un cessez-le-feu de Pâques. Lorsque Donald Trump a écrit que Vladimir Poutine était simplement en train de le mener en bateau et qu'il devait être traité différemment, il a ouvert la porte à cette nouvelle approche. Ce qu'Emmanuel Macron a fait n'est pas seulement une manœuvre contre Vladimir Poutine, c'est une redéfinition complète du pouvoir européen pour les décennies à venir. La France, avec son arsenal nucléaire et sa position diplomatique forte, se positionne comme la gardienne du nouvel ordre européen. Il ne s'agit plus seulement de l'Ukraine, mais de décider qui dictera les règles de sécurité sur le continent pour les 20 prochaines années. Ces sanctions secondaires, si elles sont mises en œuvre comme Emmanuel Macron l'a décrit, ont un réel potentiel pour changer le cours de la guerre en Ukraine. Contrairement aux mesures précédentes, qui comportèrent des failles, cette stratégie resserre complètement l'étau, en forçant le reste du monde à choisir. Faire des affaires avec la Russie ou avoir accès aux marchés occidentaux. Le moment ne pourrait pas être pire pour Poutine. La Russie ressent déjà les effets cumulés des 16 séries précédentes de sanctions. Son économie a été réorganisée pour un effort de guerre, avec près de 40% du budget national consacré aux dépenses militaires et de sécurité. L'inflation est élevée, les taux d'intérêt sont au plus haut, et la population commence à ressentir le poids des restrictions économiques. Dans un scénario où ces nouvelles sanctions secondaires seraient pleinement mises en œuvre, les experts estiment que la Russie pourrait perdre jusqu'à 60% de ses revenus pétroliers en quelques mois. Ce serait un coup dévastateur qui forcerait des choix douloureux, continuer la guerre avec des ressources drastiquement réduites ou accepter des conditions de paix qui auraient auparavant été inacceptables. Emmanuel Macron pourrait bien avoir déclenché le mécanisme qui déterminera la fin de la guerre en Ukraine, soit en forçant Vladimir Poutine à négocier sérieusement, soit en coupant son financement au point de rendre la guerre insoutenable. Les véritables armes qui décident des conflits modernes ne sont pas les missiles, mais bien les décisions économiques stratégiques. Ce que nous sommes en train de vivre est un moment historique de reconfiguration du pouvoir mondial. Et voici ma question pour que vous y répondiez dans les commentaires. Quel choix pensez-vous que Poutine va faire? Accepter le cessez-le-feu proposé par les Européens ou affronter l'étranglement économique que ces nouvelles sanctions pourraient provoquer? Laissez votre avis ci-dessous. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez informé dès que nous publierons du nouveau contenu ici. À la prochaine vidéo!